Bien, bah, écoutez, allons-y. Mon exposé va se dérouler en différentes, parties. Comment concevoir le parking, les aciers décarbonés du groupe, les avantages de construire un parking en acier et l'impact carbone, réduit pour le parking. Et puis on se laissera un quart d'heure, de questions-réponses. Donc vous aurez la possibilité de placez les questions que vous souhaitez poser dans le chat qui est, en bas, de votre écran et à travers lequel vous aurez la possibilité d'interagir avec moi. Alors la conception d'un parking aérien, quel que soit le matériau, qui participe de sa conception et de sa construction, elle doit s'organiser, d'une manière, spécifique. Chez Stevie Jones, nous avons en fait, une approche holistique, multicritère pour la conception des ouvrages et cette approche, eh bien, on peut l'appliquer au parking afin, de quantifier et d'imaginer les solutions constructives les plus performantes sur l'ouvrage. Alors la méthodologie à suivre pour concevoir un parking, elle est multicritère. Et on doit prendre en compte des critères quantitatifs, des critères de fonctionnalité de service et prendre en compte les types d'accès des voitures, mais aussi des piétons et le type d'accès et de sortie, des personnes qui utilisent le parking. Alors pourquoi faire un parking aérien plutôt que souterrain? Eh bien, le parking aérien, il est soumis à moins d'exigences réglementaires parce qu'il est moins dangereux, il demande moins de travaux, il est plus facile à exploiter et l'ensemble de ces éléments, en fait, font du parking, aérien un ouvrage qui est 2 à 3 fois moins cher que le parking souterrain pour un même nombre de places. Donc on a un intérêt, majeur, financier et fonctionnel à concevoir des parkings en aérien plutôt qu'en souterrain. Le temps de la slide, voilà, répondre. Alors, les critères de fonctionnalité, du parking, ils sont déterminés par les dimensions des places, tout d'abord. Donc il y a en France une norme qui régit, les dimensions minimales de places, qui s'établissent à 2,20 m. Cette norme, elle a été établie dans les années 80. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est, finalement un petit peu désuète, notamment compte tenu du fait de l'élargissement et de l'agrandissement de la taille des véhicules dans le parc aujourd'hui. Alors cette, différenciation entre la taille minimale des places et la taille réelle des véhicules, bah, en fait, elle amène, certains à perdre des choses, à force de vouloir trop en gagner. Donc voilà une illustration. Vous avez un parking conçu avec, 4 places disponibles entre 2 poteaux, mais en fait, bah, il y a 3 voitures qui s'y sont mises et le premier qui s'y est mis, en fait, c'est clairement positionné pour ne pas être collé, serré contre les 2 autres, qui seraient susceptibles de venir. Donc là, bah, on perd 25 de place par rapport au théorique et puis on peut aller plus loin et voilà, un parking souterrain, stationnement en épi, très peu large et bah, là on perd 50 de place parce que, bah, on a fait le maximum de place dans le parking, mais dans l'exploitation et bien, en fait, on se retrouve à, exploiter moins de place que, le théorique. Et donc il y a des gens qui acceptent
perdre théoriquement un petit peu de place, donc en mettant des largeurs de place à 2,70 m, c'est ce dont se vante, ce magasin, en Bretagne. Et en fait, c'est un calcul payant puisque en contrepartie, et ben, il a une augmentation constatée de son chiffre d'affaires, puisque les gens vont venir, plus volontiers chez lui, et surtout, ils vont venir avec des plus grosses voitures, avec les enfants, et donc, bah, le caddie moyen, il augmente, et donc, même s'il a un peu moins de place de parking, il les rentabilise mieux, et surtout, il crée une incitation à venir dans son magasin. Alors le stationnement dans un parking, il peut être organisé de 2 manières. Le long d'une allée de circulation qui est, de largeur proche de 5 mètres, 5 à 6 mètres, avec un stationnement donc en épi, avec un angle donné par rapport à l'allée de circulation, ou bien un stationnement à l'équerre avec, des places, perpendiculaires à l'allée de circulation. Alors, ce choix de l'épi ou de la place perpendiculaire, il va déterminer 2 choses. Tout d'abord, la largeur de la place de pardon, la largeur de l'allée de circulation. Avec un stationnement en épi, on a possibilité de réduire la largeur de place. Donc on peut réduire la largeur de place à 4,50 m comme vous voyez en bas, voire à 3,50 m en augmentant l'angle de l'épi. Alors qu'en stationnement à 90°, on sera sur des allées de circulation qui font 5,50 m en simple sens et 6 mètres en double sens de circulation. Alors vous allez me dire: «Bah super, on va faire de l'épi avec, la plus faible largeur». Eh bien en fait, c'est pas un bon choix puisque vous le voyez ici, si on prend comme référence le stationnement en bataille à l'équerre, qui est notre base, 100. Eh bien, en fait, en stationnement en épi, on va avoir, de la place supplémentaire consommée pour chaque véhicule, et on a une augmentation, en fait, qui est de 10 à 20 suivant l'angle, choisi pour l'épi. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le stationnement en bataille est le plus optimal en termes de véhicules garés par rapport aux surfaces construites. Le rangement en épi, donc on voit qu'il consomme de la place. Néanmoins, ça permet un stationnement rapide avec un accès au coffre et très peu de manœuvres. Et donc en fait, c'est un stationnement qui va être, privilégié pour, typiquement des aéroports. Le parking P0 d'un aéroport, il est très souvent dans cette configuration-là pour que les gens se garent vite et puissent rejoindre au plus vite leur terminal d'embarquement, quitte à payer plus cher leur stationnement. Donc la disposition type et optimale pour la conception du parking, bah, ce sera de privilégier des places de 5 mètres de longueur classique, une largeur qui est jamais moins de 2,40 m et qu'on peut porter à 2,70 m, voire 3 mètres pour faire des places famille, en centre commercial. Des largeurs de 16 mètres libres pour ménager une allée de 6 mètres permettant une circulation en double sens, et donc on va pouvoir, idéalement concevoir des parkings sur des dimensions qui sont des multiples de 16 mètres correspondant à la largeur du bâtiment. On va se limiter à 8 étages pour être en dessous des 28 mètres et des exigences réglementaires, des ERP pour un ouvrage public, même si, on pourrait constructivement, aller au-delà, mais 8 étages, c'est déjà quelque chose de très conséquent. Alors une fois qu'on a imaginé le plan de notre parking, il faut envisager aussi l'accès au parking et donc, la typologie des rampes d'accès. Alors en fait, il y a 2 techniques, 2 types de rampes, bah, les rampes droites, rectilignes, et puis, les rampes en hélice.
qui sont possibles. Alors le choix, il va être guidé par déjà la dimension du terrain. La rampe en hélice, elle consomme beaucoup de surface et tout particulièrement de largeur. Donc si vous vouliez, et j'en ai vu qu'une seule fois, faire une rampe hélice double sens, il faudrait considérer sensiblement 30 mètres de diamètre. Donc c'est une très grande dimension, qui est très rarement, disponible et considérée. Donc en rampe hélice, on va plutôt travailler sur 2 rampes, une montée, une descente, éventuellement imbriquées l'une à l'autre. Et ces rampes, simple sens, elles vont demander 20 mètres de diamètre disponible. Ensuite, si vous n'avez pas les 20 mètres de largeur sur votre terrain notamment, et ben, en fait, vous ne pouvez pas faire une rampe hélice et donc vous êtes condamné à la rampe droite, intégrée dans la largeur du bâtiment ou bien sur la longueur du bâtiment. Alors voilà quelques photos de rampes, donc une rampe hélice, à Dijon. Des rampes, droites le long du bâtiment, superposées, entre les étages. Ou bien si on n'a pas la place, on peut intégrer des rampes à l'intérieur du volume du bâti et dans ce cas-là, on va se retrouver très souvent avec une disposition de parking avec des demi-niveaux et donc afin de maintenir une longueur de rampe, limitée à 10 mètres, on va en fait, créer des hauteurs entre étages de 1,50 m sensiblement. Alors la disposition, l'organisation finalement type du parking, ça va être le plus souvent de réaliser, des peignes, donc des grandes rangées, des grandes, files de stationnement sur des longueurs, de l'ordre de 60-70 mètres, sur des largeurs encore une fois multiples de 16. Donc là, vous avez des exemples avec, 2 fois 16 mètres et on va intégrer des rampes, soit hélices, aux extrémités, soit des rampes droites qui sont ici présentées à l'intérieur des plateaux, donc plutôt organisées ici avec, des demi-niveaux. Donc ce que vous voyez ici, c'est les largeurs, 16 mètres sur 70 mètres et donc ça va être notre, squelette type d'organisation d'un parking. Donc l'organisation de la structure et du squelette, elle va se faire autour de cette trame de 15 à 16 mètres de large, avec des solives portant sur les 16 mètres, sans aucun porteur intérieur, entre les voitures ou le long des allées de circulation. Et dans l'autre sens, on va positionner des poteaux avec un entraxe de 2 à 4 voitures. Donc on est sur des entraxes de 5 à 11 mètres dans l'autre sens, qui vont nous donner la trame type du parking. Encore une fois, on insiste sur l'absence de poteaux entre les voitures et contre les allées, il n'y a aucun poteau. Voilà, donc on se retrouve avec des schémas comme ça, des modules de 16 mètres fois, ici c'est dessiné 5 mètres. Donc vous voyez qu'il y a une pièce de 16 mètres entre chaque voiture, donc il y a un espacement de 2,50 m sur ce schéma entre les solives, mais la poutre intermédiaire, la solive intermédiaire de 16 mètres est reprise par une poutre en façade qui ici porte sur 5 mètres entre les poteaux. Donc, quel que soit l'entraxe de poteau choisi, vous aurez de toute façon une disposition de solive de 16 mètres tous les 2,50 m, voire tous les 5 mètres, mais pas tous les 10 mètres ou tous les 7,50 m si c'était par contre votre entraxe de poteau.
Alors, on ne peut pas dissocier la conception du parking de la justification à l'incendie de la structure du parking. Pour être pertinent, le parc de stationnement, il doit être fonctionnel, mais aussi économique. Et donc, on doit s'affranchir des protections feu classiques des structures métalliques et donc se passer de peinture intumescente ou de flocage. Donc pour ça, on va se placer dans les dispositions d'un règlement français qui est l'arrêté PS de 2006. Et donc, si on se place dans ce cadre qui définit les parkings largement ventilés, on va pouvoir supprimer la ventilation mécanique du parking, on va pouvoir s'affranchir de tout compartimentage, on va pouvoir justifier les structures métalliques au feu sans protection rapportée, notamment les solives et les poutres. On va pouvoir donc réduire les dimensions des poteaux et augmenter leur espacement. Et tout ça, en fait, ça va amener des économies supplémentaires par rapport à une solution de base et rendre particulièrement compétitifs nos choix constructifs et nos produits par rapport à d'autres matériaux. Alors, un petit topo très rapide sur la problématique de l'incendie. On justifie au feu les structures métalliques du parking en les dimensionnant vis-à-vis non pas d'un feu ISO traditionnel dont vous voyez ici la courbe en bleu, mais par rapport à la courbe d'incendie d'un véhicule. Et cette courbe d'incendie est très différente. Donc vous voyez que la courbe de feu ISO, elle augmente sans arrêt. Le brûlage réel d'un véhicule, en fait, c'est un incendie limité dans le temps et avec un pic de température qui dure 10 à 20 minutes, qui dépasse les valeurs et les échauffements et les températures d'une courbe ISO au même moment. Mais sur le global, on a un incendie qui est finalement plus violent, mais beaucoup plus court et qui va nous permettre en fait de justifier que la poutre, elle tient pendant toute la durée de brûlage d'un véhicule. Et comme bien évidemment, on ne va pas aller remettre un véhicule à l'endroit même où un véhicule vient de brûler, et bien en fait, au-delà du pic de température du brûlage du véhicule, et ben en fait, on a l'assurance que la poutre va tenir puisqu'elle ne sera plus chauffée et donc elle pourra tenir encore 2 heures ou 3 heures. Il n'y a plus de questions à se poser puisque le pic d'incendie a été passé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait la justification incendie. Je ne développe pas trop ici, mais la justification au feu, elle se fait par une méthodologie particulière, ingénierie incendie, et pas suivant un feu ISO traditionnel. Alors, le parking largement ventilé, c'est devenu très courant, très commun. Il y a plus de 50 000 places de parking qui ont déjà été réalisées de cette manière en Europe, qui sont fonctionnelles et sur lesquelles il n'y a pas de protection rapportée sur les structures. Dans de nombreux pays européens, donc Allemagne, Luxembourg notamment, et en France, on a déjà, je crois, plus de 10 000 places, même on doit avoir largement plus de 10 000 places construites depuis les 16 ans qu'existe la réglementation PSLV. Alors les chiffres clés d'un parking, comme je vous le disais, 16 mètres de portée libre, des places de 5 mètres sur 2,70 m, et en tenant compte des rampes, on est sur des ratios de surface de 30 à 38 mètres carrés par véhicule. Le choix des rampes, hélice ou droite, la rectitude, ou disons la régularité des dimensions du parking liées au terrain détermine aussi le ratio de mètres carrés construits ou à construire pour chaque véhicule. Et donc, en fonction de ce ratio-là, on va avoir une modulation possible du coût final de construction du parking. Mais
Aujourd'hui, sur les coûts de construction, on ressort hors fondation sensiblement sur 10 à 12 000 € par place. Donc je mets hors vêture, hors fondation, hors ascenseur. Donc bon, c'est des coûts indicatifs, hein, mais c'est des ordres de grandeur qui démarquent complètement le parking aérien du souterrain, où les ordres de prix sont de 20 à 40 000 € suivant les profondeurs, les terrains et les environnements de construction, notamment en site urbain. On est sur des coûts qui sont parfois très, très élevés dans les grandes métropoles. Alors, allons tout de suite sur l'aspect décarbonation. Donc aujourd'hui, les sidérurgistes et ArcelorMittal en tête ont entrepris de grandes démarches et actions pour réduire leurs émissions carbone, et donc remettre sur le tapis les méthodes et les méthodologies de production d'acier. On a dans ce cadre-là, chez Arcelor, en 2020, lancé une marque spécifique qui s'appelle X-Carb et qui regroupe toutes nos initiatives visant à produire des aciers moins émetteurs de CO2. Et cette offre, elle est proposée aux clients de différents horizons. Donc on a lancé des aciers Green Steel certifiés, des certificats acier vert, plutôt sur des clients dans le secteur de l'industrie, et sur le secteur de la construction, on présente une offre X-Carb de produits recyclés renouvelables, donc produits à partir d'une filière de recyclage dans un four électrique. Et en associant cette technique de production d'acier à une énergie d'origine renouvelable, notamment éolienne ou hydroélectrique, on a en fait créé une filière beaucoup moins émissive en CO2 et qui est proposée à la vente à nos clients de la construction. Cette gamme aujourd'hui, elle est disponible. Elle se met en place progressivement chez les négociants, et sur le marché français, elle va être associée à des certifications particulières qui sont en train d'être développées et présentées. Alors cette filière de recyclage, elle contient 75 à 100 % d'acier recyclé, suivant les produits, et de toute façon, elle est à 100 % basée sur de l'électricité décarbonée. Alors, cette filière de production ne va pas se substituer à l'ensemble de la production, et notamment ne va pas remplacer l'ensemble des hauts fourneaux. Les hauts fourneaux seront transformés et progressivement remplacés par une nouvelle technologie à base d'hydrogène, que je ne vais pas développer ici, mais qui ne sera pas la technologie de simplement recyclage d'acier. Alors, la faculté de réduction de l'empreinte carbone des aciers, en passant avec de l'énergie décarbonée et des aciers issus de refonte de vieux métaux, elle est très forte. Donc, vous voyez qu'on a des facteurs de réduction des émissions de CO2 de 2,5 à 4, suivant les gammes de produits. Donc, on a en fait d'ores et déjà les outils, vous avez d'ores et déjà les outils pour décarboner votre activité ou la conception de votre ouvrage, en satisfaisant aux exigences de la RE 2020 en France,
qui prévoit une réduction des émissions de 35% d'ici 2030. Là, on a déjà des gains possibles de 2 fois, donc facilement de réduire de 50% les émissions CO2 liées à la production du matériau et donc de la construction. Alors, on a d'ores et déjà publié des EPD, donc c'est des documents européens pour toute une gamme de produits, donc les poutrelles, les pales planches, les tôles, on va dire fines, laminées à chaud, les tôles revêtues en prélaqué ou bien des tôles galvanisées. Et on étendra progressivement ces spécifications à d'autres produits, donc les tubes, les tôles fortes, dans quelques années. D'ores et déjà, donc les EPD sont publiés et applicables. Toutefois, elles ne sont pas suffisantes et reconnues sur le marché français, donc on va devoir les compléter par des FDES. Et donc on a la première FDES qui est parue d'ores et déjà en France en septembre pour tout ce qui est poutrelles laminées, donc les profils IH. Et on est en train de préparer des FDES pour des bacs collaborants, des bacs de couverture, des bacs d'étanchéité et d'autres produits, notamment de bardage. Donc ça devrait être à une échéance de fin d'année ou début 2024. Alors, vous voyez ici un petit aperçu des potentiels offerts par les aciers X-Carb, donc sur différentes familles de produits. Donc vous voyez en fait des réductions possibles de 60% pour les produits que je dirais en acier, strictement en acier, et puis des réductions un petit peu moins fortes à l'évidence pour des panneaux composites, donc des produits composites comme les panneaux sandwich de façade, où finalement la réduction de l'ordre de 60% de l'acier ne ramène que 30% sensiblement d'économie de CO2 à l'échelle du produit composite complet. Voilà. Alors, la livraison des aciers, je dirais bas carbone, les aciers X-Carb, elle est en fait encadrée par un processus certifié par Veritas. Et donc, nous avons la fourniture d'un document spécifique. Donc, enfin, c'est le certificat classique, certificat matière, certificat 3.1, que vous devez demander quand vous commandez vos aciers. Et si vous avez commandé ou spécifié des aciers X-Carb, eh bien la mention X-Carb apparaît en complément sur ce certificat matière. Donc, on ne crée pas des documents supplémentaires, c'est on intègre la mention X-Carb sur les documents de livraison traditionnels et de référence normatifs pour caractériser les matériaux que vous commandez. Alors, on a vu comment construire et concevoir un parking, mais quels sont les avantages de construire le parking en acier? En fait, ils sont nombreux. J'en ai listé 10 et donc on va les passer en revue les uns après les autres et assez rapidement sans grande difficulté, vous allez voir ça. Donc la première chose, c'est l'allègement de la structure, bien évidemment. Le principal gain est sur le plancher. Donc on va réaliser un plancher mixte avec une dalle béton fine coulée sur un bac collaborant. On aura une épaisseur moyenne de béton mis en œuvre de 8 ou 9 cm contre 20 cm ou 25 cm classiquement sur des parkings tout béton, voire 40 cm d'épaisseur pour des dalles alvéolaires qui porteraient sur 16 mètres dans les mêmes gammes de trames que nous. Cet allègement du poids de plancher et donc conjointement de la structure supportant
les planchers, eh bien, en fait, elle va amener aussi des économies sur les fondations, avec des petits massifs et la possibilité parfois de s'affranchir des fondations spéciales. Donc, on réduit sensiblement de 50 le poids global du parking et ça peut nous amener 20 d'économie sur les fondations. Un point très important, c'est la possibilité de supprimer les joints de dilatation. Donc sur un parking, d'une manière plus générale, sur une construction, heu, avec, du béton, il est spécifié que, on doit, prendre des précautions à défaut de vérification particulière, pour la construction des dalles de plancher et on doit tenir compte si on ne veut pas tenir compte des effets de température et du retrait, on doit limiter à 30 ou 50 mètres suivant les zones en France, hem, les dimensions des des blocs, structurels. Alors, le grand point sur lequel j'insiste, c'est que la construction des parkings, silos, tels que je vous l'ai décrit, elle ne se fait pas suivant le règlement Eurocode 2, mais suivant l'Eurocode 4, qui est spécifique à la construction mixte et qui vous dispense, ou disons qui va vous permettre de ne pas, vous référer strictement aux exigences de l'Eurocode 2. Donc, cette exigence de joints de dilatation tous les 30 mètres, elle est spécifique à l'Eurocode 2 et vous allez travailler en Eurocode 4 et on va pouvoir justifier de la suppression des JD sur des dalles de 80 mètres sur 60 par exemple. Ça a été fait, de très nombreuses fois, le record étant même, je crois, de 100 mètres sur 80 sur un parking, silo en Suisse. Voilà. Donc en fait, on va empêcher le retrait du béton grâce à la présence de goujons connecteurs soudés sur les poutres et donc en fait, vous avez tous les 2-3 mètres une file de goujons qui empêche la propagation de la fissuration et le cumul, des effets de retrait sur cette dalle. Alors cette suppression des joints de dilatation, elle va avoir un intérêt majeur dans le comportement sismique. Donc en fait, on a une structure légère, on peut supprimer les joints de dilatation et ben, on va donc le plus souvent travailler avec un seul bloc de stabilité qui, au demeurant en métal, accepte des déformations horizontales assez importantes. On peut aller jusqu'à 8 centimètres, voire 10 centimètres de déplacement et donc ça va être un élément déterminant dans le dimensionnement et l'optimisation du dimensionnement des structures en zone sismique, où on se démarque de nos concurrents en termes de prix. Alors voilà un exemple de modèle, d'un parking R+3, à Thionville, où on est sur, un ouvrage de 70 mètres, sur 70, sans aucun joint de dilatation. On a possibilité et enfin, on se doit même de positionner des bracons en zone de très forte sismicité, mais ces bracons sont disposés de telle sorte de ne pas contrarier le stationnement ou le passage des ou l'ouverture des portières et donc on sait, satisfaire ces exigences sismiques avec la fonctionnalité du parc. Alors bien évidemment, une structure légère et qu'on peut boulonner, et ben, c'est une structure qui est facile à monter avec des solives qui font moins d'1 tonne, qui peuvent être manutentionnées avec une petite grue, voire parfois dans certaines circonstances avec juste des, heu, des chariots, élévateurs. Tous les systèmes, toutes les pièces sont préfabriquées en usine. Elles arrivent en temps réel, juste,
juste à temps sur site. Et on a possibilité, et même c'est même ce qui est systématiquement réalisé, on fait un montage rapide avec des éléments qui sont livrés, notamment les poteaux, sur 2 ou 3 niveaux d'un coup. On ne s'amuse pas à faire des assemblages de poteaux tous les étages. C'est une des clés de la rapidité et de l'économie du système. Pour optimiser les sections, le dimensionnement des pièces et heu, s'affranchir des étaiements, eh bien, on fait très couramment des contrefléchages des poutres en usine, et donc on a des poutres qui sont livrées, déformées vers le haut pour qu'elles puissent accepter une déformation au cours du coulage du plancher. Cette déformation, elle atteint couramment 6-8 centimètres, hein, la poutre descend de 6-8 centimètres pour prendre sa position finale, et pour assurer un écoulement des eaux et qu'on n'ait pas une flaque au milieu des allées de circulation, eh bien, en fait, on augmente encore la contreflèche. Elle est couramment de 16 centimètres pour qu'il y ait au résiduel 8 centimètres de flèche qui restent préservés au milieu de l'allée de circulation et assurer l'écoulement des eaux vers le fond des places. Donc nos produits sont certifiés, ils comportent pas de produits altérants, chimiques ou nocifs ou dangereux pour la santé, et toute notre filière est certifiée du producteur jusqu'à la livraison chantier, avec la traçabilité que peuvent assurer les charpentiers, éventuellement pièce à pièce, en s'appuyant sur les documents et les certificats que nous livrons, et intégrant la composition chimique précise des lots dont sont issues les pièces. On a évidemment la précision de la charpente métallique, et on va livrer des pièces qui sont généralement ajustées à quelques millimètres, contrairement à d'autres matériaux où les assemblages se font presque in situ avec des tolérances de plusieurs centimètres. Alors l'acier est un matériau tout à fait vertueux, et particulièrement dans son cycle de vie, puisqu'il est indéfiniment réutilisable et recyclable à 100, et c'est encore une fois une part significative de l'acier neuf qui est produit en Europe, qui provient de la filière recyclage. Flexibilité et évolutivité, eh bien oui, on a des systèmes constructifs faciles à monter, assembler, qui peuvent pour une certaine partie se démonter. On peut réaliser et construire sur des sites occupés, donc en maintenant autour de la zone de chantier une activité ou un stationnement des véhicules au sol, ce que vous voyez ici. On peut également prévoir une construction en 2 étapes. Donc vous avez un parking là de un seul niveau, mais sur lequel les poteaux du premier étage sont particulièrement hauts. Ils font 1,50 m de hauteur, parce qu'il est prévu de rajouter un étage sur ce parking, et donc les fondations sont bien sûr dimensionnées pour 2 étages, mais il est prévu de construire le nouvel étage à partir de la plateforme du haut, tout en maintenant en service ou en activité le stationnement au niveau inférieur. Donc on peut bien prévoir la construction par étapes d'un parking, particulièrement et typiquement de rajouter un étage supplémentaire ultérieurement, pour moduler notamment les coûts de construction sur les lycées sur plusieurs années, et ou pour ajuster un nombre de places à l'avenir au fur et à mesure de la montée en puissance de la zone ou de l'utilisation du parking. On peut également envisager, ce qui est le cas ici, sur ce parking, il est prévu la déconstruction de la ligne électrique que vous voyez, et donc il est prévu qu'une fois que la ligne électrique sera déposée, et ben, en fait, de prolonger le parking et de construire
les 2 étages qui manquent et que vous voyez sur la photo là, il y a une faille dans ce parking et il est prévu de la combler, ultérieurement une fois que la ligne, électrique aura été déposée. Voilà. Alors, la construction des parkings, elle peut se faire aussi par module. Donc, on peut imaginer la conception ou la construction de modules préfabriqués qui sont amenés sur site. Alors, c'est des modules souvent de 16 mètres sur 2,50 m ou voire 5 mètres, mais c'est un petit peu plus, délicat. Donc, c'est plutôt franchement le module, c'est oui, c'est plus couramment 16 mètres fois 2,50 m pour être, transportable plus facilement, sur camion. Mais, ça permet de construire, et de poser un parking, modulable sur un terrain existant sans créer de fondation a priori. Donc la justification au feu sans protection, je vous l'avais évoqué. Hem, la contrepartie ou les précautions de réalisation pour un parking largement ventilé, c'est d'avoir 50 d'ouverture sur 2 faces opposées, avec moins de 75 mètres entre les façades. Donc, ça nous amène en fait à considérer pour certains ouvrages des vêtures qui sont, perforées avec, un certain degré de perforation et ou un espacement des modules entre eux, ou bien le plus simple et le plus économique, c'est de ne pas mettre de façade, hein. Voilà, je suis encore, pour ça que je vous avais dissocié le prix du parking, j'avais dit hors vêture, puisque en fait cette vêture peut être, optionnels ou avoir des prix assez variables. Donc, vous voyez ici quelques exemples avec, des panneaux en polycarbonate, reprenant, un visuel, tramway pour, un parking relais, à Nantes, du tramway. Et donc cet, impact façade, bah, il peut être, un impact esthétique, positif avec, des mailles, inox, des mailles, des colorations ou carrément des éclairages. Voilà, vous avez la possibilité de moduler aussi des éclairages, du parking, suivant les niveaux, avec le bac en sous-face et puis, la possibilité de traiter, l'image et l'esthétique du parking, en le différenciant de jour, de nuit. On peut également intégrer des végétalisations des façades et puis, intégrer des enseignes sur les parkings, sur les façades et enfin intégrer aussi, ben, pourquoi pas un bardage ou un parement bois, de la structure du parking, ou du parking construit en métal. Encore une fois, la conception et la structure du parking est à dissocier de la vêture qui peut être en tout matériau et rapportée sur une structure métallique sans grande difficulté. Voilà encore quelques autres exemples de façade avec une ventilation naturelle et un acier, là, un revêtement, granit HD Extreme sur lesquels Arcelor amène des garanties, de durabilité, y compris en bord de mer, ce qui est la nouveauté de ce produit puisque auparavant on donnait de garanties qu'à quelques kilomètres, du front de mer. Là, aujourd'hui, on a une solution et un revêtement sur lequel on amène des garanties, y compris bord de mer, dans les environnements les plus agressifs. Voilà, on arrive un petit peu au bout. Dans l'optimisation du parking, eh bien, en fait, il y a un point important, c'est les rampes. Vous avez dans les parkings traditionnels des voiles béton qui encadrent les rampes, qui nuisent à la manœuvrabilité, qui nuisent à la visibilité. Là, vous avez la possibilité de construire des rampes sans aucun, voile porteur qui les encadre, simplement un poteau central et vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sécurisant vis-à-vis de la circulation. Vous voyez le véhicule qui va arriver de l'étage, inférieur ou de l'étage supérieur, vous le voyez arriver, plutôt que de découvrir et d'arriver à tâtons, sur un étage, sur un palier, vous ne savez pas s'il n'y a pas un véhicule qui est prêt à s'engager. Vous voyez la différence avec un poteau, avec un parking, truffé de poteaux, ben, nous on a, des parkings, qui sont voilà, très, très lumineux, dégagés
et où vous ne posez pas la question de la difficulté de la manœuvre. Alors, cette suppression des poteaux, entre les places, elle va aussi vous permettre de gagner de la place, puisque on va en moyenne gagner 5 à 10 centimètres de largeur par place, et donc c'est aussi un moyen de gagner du prix. L'ordre d'idée, c'est 5% de gain sur le prix par rapport à un parking classique dessiné ou conçu avec des poteaux partout. Alors maintenant, pour finir, l'impact carbone pour le parking. Eh bien écoutez, voilà un beau parking largement ventilé avec un plateau libre. On a dedans en fait quatre éléments les plus déterminants, donc ça va être les poutres et solives, les dalles béton, les planchers, les façades et ombrières. Donc sur les poutres et solives, on va considérer sensiblement des gains possibles en passant en acier, d'une part de limites élastiques plus élevées et en acier bas carbone. On va pouvoir gagner sensiblement 10 kg de CO2 par mètre carré pour une solution prévue au départ en profil laminé, et on peut même gagner jusqu'à 30 kg de CO2 par mètre carré pour une solution conçue à partir de profils en PRS. Les dalles béton, encore une fois, le gain il est sensiblement de la réduction du volume du béton. Je n'ai pas estimé ce gain, ni pris en compte les possibilités de mettre un béton bas carbone, mais il y a des gains possibles aussi à ce niveau-là. Le plancher, le fait d'utiliser un bac collaborant en acier X-Carb devrait permettre de gagner sensiblement 13 kg de CO2 par mètre carré. Et pour les façades et ombrières, je n'ai pas spécifié précisément les gains, mais suivant les produits qu'on va pouvoir mettre en œuvre, des magnélises, donc revêtus, galvanisés ou simplement des aciers prélaqués, on aura des gains un petit peu différenciés entre ces produits. Donc, moi, j'ai refait un petit exercice là sur une trame de parking, comme je vous disais, un peu type, 16 mètres de large sur 72 mètres de long, qui accueillerait 96 véhicules. Les gains qu'on peut considérer sur cet étage, encore une fois, il ne s'agit que d'un étage, c'est de l'ordre de 8% de gain d'acier pour passer en passant de 235 à S460. Et derrière, ça va être des gains de 47 tonnes de CO2 pour une solution prévue en poutrelle laminée, 150 tonnes même de CO2 gagnées par rapport à une solution imaginée en PRS qui passerait en acier plus bas carbone. Et sur les planchers, on aura un gain facilement de 35 à 40 tonnes de CO2 sur cet étage. Le gain sur les façades, il reste conséquent, 4 tonnes, mais encore une fois, proportionnellement, il reste bien moindre que les gains à faire sur les structures ou sur les planchers qui sont les postes principaux. Encore une fois, pour nous, le choix de la meilleure solution, elle passe par une bonne conception et le choix des meilleurs produits pour avoir un ensemble, je dirais, cohérent et le plus diversifié pour répondre à toutes vos demandes et à tous vos besoins. J'en ai terminé de mon exposé. Donc, ce que je vous propose, c'est de prolonger cet échange à travers des questions-réponses. Et donc, j'attends que Pascal nous relaye les questions que vous avez pu ou que vous allez nous poser dans le chat. Voilà. Et merci, super Francis, pour ta présentation. Donc, je vais reprendre des questions que vous avez envoyées sur le Q&A module, que je vais poser directement à Francis. Donc, la première, je vais les prendre dans l'ordre. Il y a quelques questions qui vont s'agréger, puisqu'il y a un sujet qui va revenir plusieurs fois, qui était prévisible, évidemment. Alors, la première, c'est quand tu as parlé des planchers collaborants, pourquoi une épaisseur totale de 140 mm? 140 mm, en fait,
on doit satisfaire d'une part à des exigences de coupe-feu, donc qui nous imposent une épaisseur minimale d'acier, de béton au-dessus du bac. Donc on est couramment dans une disposition, alors réglementairement, je crois qu'il nous faut 12 centimètres minimum. Je crois que c'est le strict épaisseur réglementaire. Dans la pratique, on calibre souvent pas le 12 centimètres comme valeur cible, mais plutôt 13 pour être sûr qu'on a forcément partout les 12 centimètres. Et d'autre part, dans un certain nombre de projets, en fait, le choix de l'épaisseur totale du plancher, elle est déterminée par un autre critère qui sont les exigences de connexion et la nécessité d'avoir une certaine hauteur d'enrobage de béton au-dessus de la tête du goujon. Et donc les dimensions des goujons vont contraindre un petit peu les épaisseurs qu'on peut mettre en œuvre de béton associées à ce connecteur. Donc, on a, je crois, réglementairement un minimum de 12 centimètres à prendre en compte. On ne pourra pas aller moins. Dans la pratique des constructions et des conceptions, on se retrouve très souvent à plus que ces 12 centimètres. Et donc, ça m'amenait à vous parler de 14. Voilà. Ce n'est pas un absolu. Je dirais que si vous ne savez pas au départ, partez peut-être sur 14 centimètres, voire 13, mais partez pas au minimum à 12. Et puis il y aura peut-être une bonne surprise à l'exécution. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais plutôt sur cette valeur de 14 centimètres que je présentais comme un petit peu référente. Voilà. Alors, OK, donc les deux prochaines questions seront plus liées à X-Carb, enfin aux aciers X-Carb décarbonés. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les aciers X-Carb et les aciers standards en termes de caractéristiques mécaniques, limite d'élasticité? Non. Alors, clairement, l'acier X-Carb, il va amener, enfin, le groupe va amener les mêmes garanties sur un acier X-Carb ou un acier non X-Carb. Donc, on va amener les mêmes caractéristiques de matériaux, les mêmes limites élastiques. Vis-à-vis des aciers revêtus, notamment des bardages, on va amener les mêmes garanties qu'un acier non X-Carb. La différence, elle tient essentiellement, notamment pour les produits qui sont déjà actuellement dans une filière de recyclage, du choix d'une énergie décarbonée. Mais on est sur la même usine, le même process, et on amène exactement, on fabrique le même acier qui aura les mêmes caractéristiques. Okay. Alors, la question attendue, évidemment, c'est la différence de prix entre des aciers classiques et les aciers X-Carb, évidemment. Alors, aujourd'hui, tout n'est pas encore écrit et figé, mais les écarts de coûts sont aujourd'hui expérimentés, on va dire, à travers des appels d'offres ou des consultations qui ont été lancées où on a des réponses en acier X-Carb. Le lot charpente, si les aciers passent en X-Carb, le coût du lot charpente est majoré sensiblement de 2%. Alors, on peut le présenter un petit peu autrement au niveau des produits bacs collaborants. On va être sur des surcoûts de l'ordre de 1,50 € le mètre carré. Sur des bardages, on sera de l'ordre de 2 € le mètre carré. 1,50 €, 2 € le mètre carré, suivant que c'est un produit prélaqué, que c'est un produit galvanisé. Et sur des structures poteau-poutre, les ordres de surcoût sont entre, on va dire, c'est de l'ordre de 10 centimes le kilo. Voilà. C'est un petit peu moins même que 10 centimes le kilo. Donc, on est sur des surcoûts aujourd'hui qui sont très en deçà des surcoûts annoncés par les autres gammes de matériaux quand ils veulent se décarboner. OK.
Et je vais tout de suite préciser un point. On a des capacités de production très importantes en volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous suffit globalement d'augmenter notre quota d'électricité décarbonée et on a passé des contrats avec nos fournisseurs, pardon, qui intègrent des augmentations de volume prochaines. Et donc, on a possibilité d'augmenter très facilement et donc sans crainte pour vous les volumes d'acier XCarb. Et justement, tu peux préciser, parce qu'il y avait une question par rapport à des chiffres qu'on peut voir dans la presse, hein, je pense, qui parlait de 600 000 tonnes d'acier XCarb pour ArcelorMittal en Europe, disponible en 2023. Est-ce que tu peux préciser par rapport à quel type d'acier on parle, en fait? Alors, je n'ai pas cette précision, je n'ai pas ce ratio. Maintenant, en fait, les 600 000 tonnes sont, enfin, je vais peut-être répondre alors, sont ouais. liées à des aciers dans les différents produits que Francis a mentionnés. Il a parlé des aciers XCarb. On a des certificats verts qui peuvent être associés à certains produits. Donc, il n'en a pas parlé parce que c'est pas vraiment ce qui s'applique à ce type de produit dans le cadre de la construction. C'est pas tellement le marché de la construction. C'est pas tellement. Et ce 600 000 tonnes se rapporte à ces éléments-là. Dans la partie recyclée renouvelable, je dirais, il n'y a pas de limite. Oui, alors il y a pas de limite et surtout les quantités d'ores et déjà produites sont très supérieures ou largement supérieures aux besoins de la construction. Donc clairement aujourd'hui, vous faites un parking qui va faire 200, 300 ou même 1000 tonnes de structure. C'est des volumes de production que vous allez mettre en œuvre sur 3 à 6 mois. Au niveau de l'usine qui produit les aciers XCarb, ça va représenter 10 heures de production. D'accord. C'est... Je vais un petit peu dans le désordre, mais je vais rester sur des questions XCarb. Ouais. Il y a une question qui a dû venir. Ah, voilà, elle était là. Propriété des aciers XCarb par rapport au iStar. Alors, c'est deux sujets distincts. Donc, en fait, vous pouvez avoir des aciers iStar, donc commander des aciers iStar avec des spécificités de limite élastique et ou de soudabilité particulières. Donc ça, c'est des caractéristiques physiques et physico-chimiques des aciers. On peut les combiner avec du XCarb en produisant ces aciers iStar en utilisant de l'électricité décarbonée. Donc, il n'y a pas de contre-indication à demander des aciers XCarb et en même temps exiger du iStar. Ok. Et à contrario, un acier XCarb n'est pas nécessairement iStar, hein, bien sûr. D'accord. Alors, deux questions relatives aux voitures électriques dans le cadre des parkings. Je vais sortir un peu du sujet XCarb. Donc, tu as expliqué que les voitures augmentaient en termes de taille depuis les années 80. Ouais. Alors, est-ce que cette tendance va se confirmer et est-ce que l'on étudie ce point-là, la taille des voitures, dans le cadre des parkings que l'on peut concevoir en acier? Alors, oui. Alors, encore une fois, les propositions qu'on fait sont de réaliser des parkings sans poteau entre les voitures. Donc, ça veut dire que globalement, on vous fournit un plateau libre de 16 mètres de large. Et ben, libre à vous de prendre le pot de peinture et de marquer la largeur des places qui vous convient. Donc, aujourd'hui, la trame et l'organisation du parking silo qu'on vous présente, elle est modulable et adaptable à toute largeur et toute dimension de véhicule, sensiblement. Donc, je dirais que là, on a la meilleure réponse, c'est peu importe ce qui se passera, on sera adaptable. Ça, c'est pour les dimensions des voitures. Donc, la dimension des voitures, elle est en fait étudiée et considérée chez les fabricants de véhicules, évidemment. C'est eux qui déterminent. Cette dimension des véhicules, elle a été majorée
particulièrement en largeur, la longueur des véhicules a peu varié, par 2 éléments. C'est la sécurité, donc l'intégration d'airbags, notamment dans les portières, l'augmentation des épaisseurs et largeurs de portières pour le confort et la sécurité aux chocs transversaux. Et un autre point qui passe plus inaperçu, mais qui est tout aussi important dans la dimension de la voiture, c'est les rétroviseurs. C'est-à-dire que dans les années 80, on considérait des voitures qui, le plus souvent, avaient un seul rétro à gauche et le rétro à droite était optionnel. C'était un premier élément. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, les rétroviseurs, c'est des blocs rétro qui intègrent des clignotants, des répétiteurs, enfin, ils sont réglables électriques, du dégivrage. Et donc, la taille du rétroviseur, ce n'est plus juste la taille d'un miroir de 6 ou 8 cm, c'est devenu un bloc qui fait 10-12 cm et en fait, qui a déterminé aussi l'augmentation de la largeur des véhicules. Donc aujourd'hui, un véhicule courant, il a 1,90 m jusqu'à 2,20 m entre extérieur rétro, alors qu'avant, on considérait des véhicules qui faisaient 1,70 m entre rétro. Voilà, c'est la principale augmentation. Francis, comme on commence à déborder, je Ouais. ne sais pas si on va s'octroyer encore quelques minutes, hein, mais il faut peut-être accélérer alors dans les réponses. D'accord, je réponds sur le point électrique quand même. Ouais. Donc les voitures électriques, elles sont a priori pas plus grandes que les voitures thermiques. Et aujourd'hui, il y a des exigences particulières dans les parkings qui sont liées à la recharge des véhicules électriques, mais pas au stationnement des véhicules. Donc que vous stationniez un véhicule électrique ou non, les exigences sont les mêmes. C'est juste la zone de recharge qui est spécifique. D'accord. Et tant que tu es sur le sujet véhicules électriques, est-ce que ça remet en cause les parkings PSLV, Non, notamment la notion absolument. d'incendie? Non, non, absolument pas. Absolument Ok. pas. Alors, on va toujours rester dans le technique, et puis après, je vais voir s'il y a des questions plus liées aux aciers décarbonés. Quelle solution on préconise pour la réparation du bac collaborant en cas de contamination par le chlorure? De la dalle par le chlorure. Alors là, je ne saurais pas vous répondre. Non, je ne sais pas répondre. Ah. Là, Okay. c'est une colle pour moi. Reposez-moi les questions par mail et puis j'essaierai de trouver une réponse, mais là, je ne sais pas répondre. Oui, Francis, je me permettrai de dire, comme la question n'était pas anonyme, tu pourras peut-être répondre directement à la personne. Hein, donc, on aura. Et j'espère que cette personne ne prendra pas mal qu'on la contacte directement pour lui redonner la réponse et peut-être discuter du sujet plus en détail. Alors, si on revient vers la décarbonisation de l'acier, alors, quel est le levier principal dans la production pour la diminution des émissions? Est-ce que c'est l'utilisation de l'électricité ou c'est le recyclage de l'acier? Clairement, c'est le recyclage de l'acier. C'est clairement le facteur déterminant. Il y a un écart très important de bilan carbone entre les aciers produits à partir de minerais et les aciers produits à partir de recyclage au jour d'aujourd'hui, alors qu'à une échéance de 5 à 10 ans, les méthodes de production des aciers à partir de minerais vont évoluer vers des filières DRI à base d'hydrogène. Je détaille pas ce sujet-là. Et donc, dans 10 ans, on va dire, la réponse sera différente, mais aujourd'hui, la réponse est clairement la filière recyclage qui détermine la réduction de l'empreinte carbone. Alors, attends, j'étais en train de scroller toutes les questions. Il y a vraiment énormément de questions. On ne saura pas répondre à tout, hein, bien honnêtement. On revient sur du technique. Quelle est la hauteur minimale entre plancher pour un parking PSLV? Alors, pour un parking PSLV, il n'y a pas de critères particuliers. La norme française spécifie, si je ne m'abuse, 1,90 m sous poutre, donc entre le plafond et la sous-face de poutre. On peut moduler ça à l'envie, que le parking soit en PSLV n'y change rien. Les 50% d'ouverture, c'est 50% d'ouverture par rapport à la hauteur libre entre étages.
Donc, si vous avez une hauteur d'étage de 3 mètres ou 3,50 m, voire 5 mètres, ce qui existe très souvent au rez-de-chaussée des centres commerciaux pour permettre le passage des véhicules de secours, vous pouvez quand même être en PSLV. Voilà, y a pas de que ce soit 1,90 m sous poutre, la hauteur d'étage, ou bien que ce soit plus, on rentre dans le champ d'application du PSLV. Alors, comment calculez-vous un ouvrage qui viendrait en toiture d'un parking? Donc, par exemple, une ombrière avec des panneaux solaires. Alors, a priori, elle n'est pas soumise à une exigence de stabilité au feu. Donc, on va faire une petite structure, simple, comme elle serait posée au-dessus d'un autre ouvrage. Il n'y a pas de suggestion particulière. Et je t'avoue que dans la question, il y avait, doit-on le faire aux Eurocode ou avec une étude en soufflerie? Ah non, c'est aux Eurocode, c'est une structure, charpente traditionnelle, non, non, pas de Ok. Euh, alors, pour le calcul des poutres mixtes, avec une dalle épaisseur 9 cm, je prends la question telle qu'elle est formulée, ouais. quelle est la hauteur des goujons? Alors quand on dit 9 cm, j'ai bien dit que c'était 9 cm moyen. Donc ça correspond en réalité à une dalle qui ferait 12 ou 13 cm d'épaisseur. Donc on va généralement considérer des goujons qui font 2 cm de moins que l'épaisseur globale du plancher. Donc si vous avez un plancher de 14, on va considérer des goujons de 120 mm de hauteur. Et l'espacement entre les goujons, il va être déterminé par le pas du bac acier. Donc sur un coffre à plus 60, ce sera 207 mm entre les goujons. Et si une file de goujons ne suffit pas, eh ben, on s'autorise de mettre 2 fils de goujons et d'augmenter le diamètre des goujons. Alors, on reste sur le photovoltaïque. Y a-t-il en France ou en Europe des expériences de PSLV intégrant en façade ou en toiture des panneaux photovoltaïques? Plus généralement, quelles sont aujourd'hui les principales solutions ENR permettant de rendre les PSLV passifs, voire à énergie positive? Alors, les panneaux photovoltaïques qui peuvent être intégrés sur les façades comme sur les toitures, couvertures, donc pas de difficulté particulière. Un parking est très peu gourmand en énergie. Il y a parfois un ascenseur, il y a un peu d'éclairage. Donc, que le parking soit passif, je dirais que c'est très simple. Il ne faut pas énormément de panneaux pour que le parking soit passif. Là, il n'y a pas de. A priori, il y a peu de difficultés. Voilà, il suffit d'avoir les bonnes surfaces. Alors, est-il prévu d'avoir des produits X-Card pour les façades en double pot, plateau de bardage et pot extérieur? Pour les Oui. panneaux sandwich, quels isolants seront utilisés? Laine de roche, mousse PU ou autre? Alors aujourd'hui, il y a déjà des EPD. Il est prévu d'éditer, de publier des FDES pour ces produits d'ici fin d'année, je crois. Et ça va concerner les pires. Aujourd'hui, en fait, c'est l'optimisation de la section d'acier dans le panneau sandwich qui est notre sujet. Ensuite, qu'on ait un panneau laine de roche ou polyuréthane, je dirais que les améliorations sont possibles sur les deux. Il y a pas de. Je crois qu'il y aura un développement sur les deux. D'accord. Ok, donc on va prendre Mais encore une question. Il y a vraiment encore beaucoup de questions. Ce que je vais proposer, c'est que les questions qui ont été posées nominativement, Francis reprendra contact avec vous si le sujet n'a pas été évoqué pendant le webinaire dont vous recevrez le lien en début de semaine prochaine. Nous y joindrons également encore quelques informations utiles et notamment les coordonnées de Francis que vous voyez affichées à l'écran de toute façon. Et donc, je vais t'en poser une dernière question. Quelle proportion d'acier y a-t-il d'acier recyclé dans votre production? Les gisements d'acier à recycler sont-ils suffisants? alors, au niveau d'Arcelor Europe, il y a sensiblement 50% de l'acier produit qui est issu de la filière recyclage. Et voilà un ordre de grandeur.
On n'a pas les moyens, alors Arcelor, mais comme les autres, on va dire la sidérurgie d'une manière générale, n'a pas à disposition des volumes d'acier à recycler suffisants pour envisager, indépendamment des aspects techniques, que toute la production d'acier nécessaire soit passée en filière électrique, en filière recyclage. Donc ça, il y a pas de débat. Et il y a d'autant moins de débat qu'une partie de l'acier de la filière électrique, il vient de la filière aux fourneaux minerais. D'accord. OK. Je pense qu'on va en clôturer ici. Il y avait quelques questions sur la combinaison bois-acier. Je ne les ai pas éludées intentionnellement. Je viens de me rendre compte que je les avais mises de côté. Donc, Je peux rapidement répondre. Donc, alors, ce sera la dernière, hein. Par contre, là, on a déjà débordé de 12 minutes. D'accord. Pour le respect du Donc, timing. il y a encore une fois pas de difficulté particulière à associer du bois et de l'acier. Donc en façade, encore une fois, aucune difficulté. En structure, il est possible en fait de concevoir des planchers bois qui sont connectés et associés à des poutres métalliques. Ça se fait très couramment, notamment dans le domaine des bureaux. Euh, pour des parkings, en fait, ça amène à modifier peut-être les considérations d'incendie, donc augmenter un petit peu l'épaisseur du plancher. Et donc, je crois qu'on perd en compétitivité économique par rapport à une dalle en béton, même s'il n'y a pas techniquement d'impossibilité. Mais on n'est pas dans la solution la plus optimale en termes de coût, sachant que pour rester sur les trames de 16 mètres classiques, il faut garder la poutre et la solive métallique. Si vous aviez une poutraison bois sur 16 mètres, vous auriez des bracons et ces bracons, ils vont contraindre le stationnement et empêcher de moduler les largeurs de place, par exemple. OK, donc, ouais. Eh ben, merci. Donc, désolé aux personnes qui ont posé des questions. Donc, je le rappelle à nouveau. Donc, certaines questions n'ayant pas été posées Alors, de n'hésitez manière pas à anonyme. relayer, voilà, Ils seront. me renvoyer les questions, vous avez mon adresse mail. Non, mais Francis, je vais t'extraire toutes les questions. Tu les auras. Tu auras les noms des personnes. Et Très on bien. pourra refaire le lien directement avec les personnes. Comme ça, on essaiera de clôturer toutes les questions qui auraient été posées. Donc, je te vous remercie et je te laisse le mot de la fin, Francis. Eh ben, merci de votre attention, de votre intérêt pour le sujet. Le nombre de questions dénote aussi l'intérêt que vous avez et les besoins peut-être aussi que vous avez pour ces questions de décarbonation, ces questions de conception et de construction du parking. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, à me soumettre vos projets ou même vos avant-projets ou simplement me demander des conseils sur la meilleure organisation possible d'un parking sur un terrain donné ou identifier le potentiel de place à construire sur un terrain que vous avez. C'est parfois la première étape de l'échange que je peux avoir avec des maîtres d'ouvrage. C'est simplement leur dire quel est le potentiel de construction sur un terrain donné pour qu'ils quantifient ou qu'ils estiment au mieux la conception du parking qu'ils vont faire et la taille de celui-ci. Merci beaucoup, bonne journée et puis j'espère vous retrouver prochainement sur d'autres webinars que moi ou mes collègues sommes à même d'animer autour des solutions acier dans le domaine de la construction. Bonne journée, merci.